Thank you, Joseph. Merci Joseph. Happy birthday, Mediapart. Et joyeux anniversaire Mediapart. Many happy returns. Forensic architecture, as Joseph said, L'architecture is an d'investigation, investigative agency. comme l'a dit Joseph, c'est donc une agence d'investigation. Nous sommes un groupe d'architectes, mais également de journalistes, de scientifiques, de réalisateurs de films, des avocats, bien sûr, qui avons créé ce que nous appelons la contre-investigation, c'est-à-dire une certaine inversion de l'expertise d'investigation. Nous pensons que la société civile a besoin de pouvoir faire sa propre investigation de type expertise médico-légale. Et on voit que la police, justement, fait ça depuis longtemps, en classifiant, en contrôlant, et en rendant des jugements sur les actes des individus. La contre-investigation essaie en fait de renverser la situation. Donc c'est un groupe indépendant qui tente d'analyser les crimes d'État, diverses violations des droits humains, des crimes de guerre, etc. Et si certains d'entre vous connaissez notre travail, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce que nous avons lancé dans les zones de conflit, en analysant les réseaux sociaux dans le conflit en Palestine, un conflit dans lequel j'ai été personnellement très impliqué, en Syrie, en Irak et ailleurs. Mais à ce jour, ce que j'aimerais vous montrer, c'est la dernière enquête que nous avons menée. Ce dossier est basé sur une enquête menée en Allemagne il y a à peu près un an. Forensic Architectures a été mandaté par une organisation qui s'appelle The People's Tribunal for Unraveling the NSU Complex. C'était une organisation qui représentait des membres de familles et des militants qui s'intéressaient profondément à toute une série de meurtres de nature raciste qui ont eu lieu en Allemagne pendant les 10 premières années qui ont suivi l'année 2000. Précisément 10 meurtres ont eu lieu entre 1999 et 2011, quand les meurtriers, qui s'appelaient le Nationalist Socialist Underground, deux de ses membres se sont suicidés. Et ils ont surtout donc tué des personnes qu'ils pensaient être en tout cas des Allemands d'origine turque, mais ils ont également tué une policière et un grec, une personne grecque. Ils ont aussi tué des personnes qui étaient à la tête de petites entreprises dans des petites villes. Et ils ont toujours utilisé la même arme pour passer un message. Alors que ces meurtres survenaient, les autorités allemandes refusaient systématiquement les revendications des personnes qui sont devenues, qui ont créé ce tribunal par la suite. Ils ont refusé d'entendre leurs revendications. Ils estimaient que c'était la violence entre personnes turques. Ils faisaient référence à ceci, au meurtre d'honneur. Donc ce qui est tout à fait comme si c'était le meurtre entre kebabs. C'est vraiment très irrespectueux pour la communauté turque en Allemagne. L'implication des services secrets allemands, pas seulement la police, est plus que douteuse dans ces meurtres. Et donc, le tribunal donc des militants et familles, ne voulait pas que le même geste soit réalisé, le geste habituel que la société civile fait, c'est-à-dire de demander une enquête indépendante, mais ce qu'ils ont fait, c'est de prendre les choses en main et de mener eux-mêmes leur enquête. Donc ils ont étudié, là je vais vous montrer un des meurtres que nous avons étudié, c'était le 9e. Ce meurtre a eu lieu en avril 2006 dans un café internet, un cybercafé. C'était à Kassel, dans l'ancienne Allemagne de l'Ouest. Les tueurs sont entrés par la porte principale à gauche. Ils ont tiré 2 fois sur la personne qui était assise au comptoir, donc dans la partie de gauche du magasin, avec un silencieux.
Et il est apparu par la suite que un agent des services secrets allemands, qu'on appelle les Verfassungsschutz en allemand, donc les services de sécurité intérieure, comme on les appelle, eh bien, un de ces agents était assis en fait au fond du magasin. Cette personne, et en fait la présence de cette personne et d'un agent étatique sur la scène du crime a constitué la possibilité d'étudier toute la série des meurtres et de poser des questions essentielles sur l'implication et le manque d'efficacité des agences étatiques allemandes, avec la question du racisme institutionnel, etc. Donc, nous avons enquêté sur ce cas. Au début de cette enquête, la question était de savoir pourquoi un agent des services secrets était en présence d'un meurtre néo-nazi et que l'agent des services secrets, qui était en fait chargé de surveiller les groupes néo-nazis, les autorités allemandes ont bloqué le dossier pendant 120 ans. C'est la plus longue interdiction de consulter le dossier qui ait existé. Comme on peut voir ici, le dossier est classé jusqu'en 2134. Et donc tout de suite, il y a eu un leak, une fuite d'informations, et tous les documents de l'enquête policière ont été publiés. Et ceci nous a permis de lancer notre enquête. Bien sûr, on ne parlait pas allemand, donc on a dû apprendre l'allemand d'abord, donc ça nous a un petit peu retardé. Alors, vous avez ici quelques photos de la scène de crime, des scènes de crime, et cela nous a permis de faire ce que l'on fait généralement. Nous avons commencé à construire un modèle spatial. C'est un espace qui n'existait plus après le crime, car le magasin a fermé boutique. Alors, et désormais, ce magasin est utilisé par des apiculteurs. Ce que nous avions besoin de faire, c'est de construire des modèles architecturaux sur la base des photos qui étaient disponibles dans les dossiers, afin de pouvoir mesurer l'espace, afin que nous puissions procéder à nos expériences. Ce que vous voyez ici, c'est l'utilisation d'une technique assez élémentaire que nous avons élaborée lorsque nous travaillons à Gaza et en Syrie, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de la photo pour modéliser. On s'est rendu compte assez vite que le modèle numérique n'était pas suffisant. Donc, nous avons un modèle, nous avons en fait reconstruit ce magasin physiquement afin de pouvoir procéder à des expériences. Donc, cette maquette, nous l'avons construite à Berlin. C'est un espace qui n'était pas ouvert au public. Nous avons eu le droit d'utiliser cet espace culturel à nos fins et nous avons construit donc un modèle ou une maquette pour reconstruire certaines parties de ce restaurant. Et grâce à cette reconstruction, nous avons été en mesure de rejouer 16 fois la scène de crime. Donc c'était un décor, un plateau, si vous voulez, qui ont permis aux acteurs de rejouer la scène de crime. Cela nous a permis de poser un certain nombre de questions quant à cette affaire. Alors, qu'en est-il de l'importance des documents qui ont été fuités? Si vous êtes tué dans un cybercafé, sachez que les témoins, il y avait 5 témoins, il y avait l'assassin, la victime, l'agent des services de renseignement, il y avait 5 autres personnes. Et ces personnes étaient connectées sur Internet, car c'est un cybercafé. Qu'est-ce que les gens font? Ils vont sur Internet. Donc, généralement, lorsqu'il y a une scène de crime, lorsque l'on interroge les témoins et qu'on leur demande de se rappeler dans quel ordre les événements sont survenus, est-ce que cela a duré 3 minutes, est-ce que cela a duré 15 minutes, on a beaucoup de mal généralement, mais grâce à la reconstruction d'une
d'une matrice spatio-temporelle, nous avons pu déterminer les mouvements de chaque témoin, l'emplacement de chaque témoin, l'endroit où il se trouvait dans le cybercafé. Donc nous avions le cybercafé recréé grâce aux photos qui ont fuité dans la presse et nous avons commencé à créer une temporalité pour déterminer l'arrivée des témoins grâce à la connexion sur Internet de chaque témoin. Donc nous avons pu savoir à quel moment le témoin rentre. Vous pouvez voir que la flèche en rouge, c'est la victime. Ensuite, vous avez un témoin qui se déplace, la flèche en grise. Donc il s'assoit en face d'un ordinateur, c'est un jeune, il se connecte à Internet. Il joue à un jeu vidéo. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que le jeu vidéo, c'est un jeu où il fallait tuer des nazis. Il était tellement concentré à tuer des nazis sur Internet qu'il n'a pas vu le crime qui était en train de se produire au même moment. Vous avez un autre témoin qui rentre dans le cybercafé, etc. Donc, nous avons pu reconstituer la scène progressivement. Alors, je vais peut-être... essayer d'accélérer. Là, vous avez donc les différentes étapes, les témoins qui rentrent les uns après les autres dans le cybercafé. Alors, je ne peux pas accélérer malheureusement. Quelle était la principale question? L'agent des services de renseignement, lorsqu'il a finalement été appréhendé grâce à sa connexion sur Internet, il a dit qu'il n'avait pas entendu les coups de feu qui étaient tirés juste à côté de lui. Donc nous avons dû recréer le bruit, le son du coup de feu pour vérifier s'il était vrai, s'il était possible pour cette personne de ne pas avoir entendu le coup de feu. Alors étant donné que nous ne faisons pas partie des services de sécurité, nous avons eu du mal. Alors en Arizona, apparemment, il est possible de tirer sur tout ce qui bouge. Donc nous avons obtenu un pistolet et un silencieux et nous avons tiré. Nous avons enregistré le bruit produit par le coup de feu. Et à Berlin, vous savez, à Berlin, il y a la vie nocturne à Berlin est bien connue, donc nous avons pu trouver des enceintes qui étaient suffisamment fortes pour pouvoir rejouer, pour obtenir le même niveau de décibels dans ce cybercafé qui avait été reconstitué. Measurement end. Measurement 2, high level gunshot. Start now. Measurement end. Donc vous avez l'enceinte à droite. Là. Donc nous avons mesuré. Measurement end. Measurement 2, gunshot. Voilà où il se trouvait. Nous avons fait nos mesures, et les résultats montraient sans aucun doute que le niveau sonore auquel est exposé cet agent, selon d'ailleurs les chiffres de l'OMS, eh bien, un tel niveau sonore réveillerait les morts. C'est un niveau sonore tellement élevé qu'il est absolument impossible que cet agent des services de renseignement ne l'ait pas entendu. Nous avons répété ces expériences, nous les avons fait dans un espace semblable, donc dans un espace en dur, bâti et de manière numérique. Donc la première question était, est-ce qu'il pouvait entendre le coup de feu? Oui, cet agent des services de renseignement a menti, il a forcément entendu le coup de feu. La deuxième question à laquelle nous devions répondre était la suivante. Cet agent a dit qu'il n'avait pas senti les particules d'ammonium qui auraient été générées par la balle. Lorsque l'on tire dans un espace restreint, cela produit une odeur. Et cela soulevait encore une fois la question du seuil. Donc tout d'abord, il y avait la question du niveau sonore et là, il y avait la question de la perception olfactive. Donc nous avons construit un modèle sensoriel pour savoir dans quelle mesure les êtres humains peuvent sentir une odeur lorsqu'ils y sont exposés.
Ici, vous avez un nuage de particules qui permet de simuler la densité de l'odeur générée par le coup de feu. C'est quelque chose que nous avons dû répéter de manière numérique. Ce que vous voyez en bleu, c'est le seuil olfactif. Cette expérience était légèrement plus difficile que la première, car nous avons décidé d'ailleurs de ne pas présenter les résultats, car il y avait trop de variables. Tout dépend. Est-ce qu'une porte était ouverte? Quelle était la température? Si vous n'avez pas la bonne température, ce nuage n'aurait pas eu la même forme. Donc cela nous a cependant permis d'avoir une idée générale du niveau olfactif. La vidéo la plus importante qui a été fuitée dans cette fuite de documents, alors, ce qu'on appelle un reenactment en anglais, c'est-à-dire ce que font les suspects en face d'un policier. Généralement, donc il y a la confession. Dans ce cas, Andreas Temer, il s'agit de l'agent des services de renseignement, a dit aux policiers ce qu'il avait fait dans le cybercafé. Il a expliqué qu'il n'avait pas vu le corps en quittant le cybercafé. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de voir ce qu'il voyait. Donc nous avons son champ de vision, nous nous mettons à sa place grâce à une caméra virtuelle. Et ce que vous pouvez voir à droite, c'est ce que l'agent a vu, et à gauche, ce qu'il affirme. D'une certaine manière, vous le voyez filmer, donc on le voit se lever sur la base de ce qu'il a dit au policier. Donc il se lève, il se déplace dans l'espace. Donc cette reconstitution est une représentation, qu'elle soit véridique ou non, une représentation de la scène de crime. À gauche, on considère donc que cette scène, c'est le crime. Encore une fois, la question que nous nous posons, ce n'est pas qui a tué la victime. Nous savons qui a tué la victime. Nous nous intéressons à l'implication de la police, au rôle de la police. Donc, l'acte de reconstitution du crime, pour nous, c'est le crime. Donc, il prend une pièce, donc il met une pièce de 20 centimes sur la table, comme vous pouvez le voir, et il aurait dû immédiatement voir le corps qui gisait sur le sol. Donc c'est une reconstitution de la reconstitution. Là, les experts criminalistiques considèrent que ce crime est un crime. Nous, ce que nous avons considéré comme étant une faute, c'est la reconstitution qu'ont fait les policiers du crime. Par la suite, cette affaire a eu un impact retentissant en Allemagne. Cela a suscité une mobilisation au sein de nombreuses communautés touchées qui ont exigé l'ouverture de l'affaire, du dossier. Cela a déclenché une polémique politique avant les élections allemandes, au cours desquelles le SPD, le Parti vert et la gauche allemande, Der Linke, ont utilisé cette affaire pour poser des questions à l'État. Nous n'avons pas été en mesure d'atteindre les tribunaux, c'est-à-dire que le procureur général, il y a une affaire à Munich en cours d'instruction qui s'intéresse uniquement à la culpabilité de la cellule néo-nazie. Étant donné que le parquet représente l'État,
Ils sont clairement en train de protéger les services de renseignement et le rôle des services de renseignement. Mais que faisait cet agent des services de renseignement dans ce cybercafé? Cela soulève de nombreuses questions. Nous savons par exemple que cela nous ramène à la réunification. Dans les 17 mètres carrés de ce cybercafé, il y a un représentant de chacun des groupes. Donc il y a le meurtre néo-nazi, il y a la personne persécutée, il y a des représentants de la communauté migrante et l'État. Et ils sont éparpillés dans ce cybercafé. Et la question est de savoir dans quelle mesure est-ce que cela reflète d'autres questions que les Allemands se posent aujourd'hui. Nous savons que les services de renseignement allemands ont recours à des informateurs et qu'ils paient, à vrai dire, des néo-nazis pour obtenir des informations. Nous savons, avec une certaine certitude, que ces paiements qui sont versés aux informateurs permettent de subventionner des groupes néo-nazis. C'est quelque chose qui a été révélé au grand jour et qui a été débattu. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, qui explique la présence de cet agent des services de renseignement. Peut-être qu'il était en collusion, qu'il était enchevêtré avec le meurtrier, ou peut-être qu'il était tout simplement coincé, qu'il s'est fait piéger par ce groupe néo-nazi qui souhaitait s'assurer de sa présence au moment du meurtre. Cette affaire a déclenché 2 enquêtes parlementaires en Allemagne. Alors, ces enquêtes n'ont pas encore été amenées à leur terme. Nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé. Nous ne pouvons toujours pas expliquer la présence de cet agent. Ce que nous savons, c'est qu'il ment lorsqu'il affirme qu'il n'a pas été témoin du crime. Et ce sont des questions qui ne peuvent pas rester sans réponse. Récemment, au cours de l'été, Andreas Stemmer a été convoqué par cette commission parlementaire dans l'État de Hessen afin qu'il visionne la vidéo. Juste avant de visionner la vidéo, donc, les parlementaires l'ont convoqué. Il a dû regarder cette vidéo que nous avons, que nous venons de visionner. Comment pouvait-il expliquer ne pas avoir été témoin du crime juste avant le visionnage? Une pression considérable a été exercée sur nous. Alors, on nous taxe souvent d'être des partisans d'Assad, de véhiculer des fake news. Lorsque nous sommes en Palestine, par exemple, on nous compare souvent à Pallywood, ce qui est un jeu de mots entre Hollywood et la Palestine. C'est lorsque les autorités israéliennes souhaitent affirmer que ce que nous faisons, c'est de la manipulation, que nous manipulons les preuves. Les Russes et les Américains, lorsque nous exposons leurs crimes, nous nous insultent également et nous affirment également que nous véhiculons des fake news et c'est ce qu'ont fait les autorités, la CDU, c'est ce qu'ont fait les autorités avec nous, avec une attaque directe, une attaque à notre encontre qui reflète bien la condition de la contre-criminalistique aujourd'hui. Donc d'abord, il est dit, les auteurs ne se fondent pas sur un seul document obtenu légalement, mais sur des fuites. Et bien entendu, nous sommes un groupe de la société civile. Nous n'avons pas accès à ces documents auxquels seuls des privilégiés ont accès. Les privilégiés, les documents dont disposent les tribunaux. Le titre de tribunal semble politiser la situation. Oui, bien entendu. Cela fait partie de notre objectif. Et la pire accusation qui nous a été adressée, c'est que nous travaillons avec des artistes. Alors nous, bien entendu, nous sommes très fiers de travailler avec des artistes. Pour ce qui est de cet agent, Temeh, il a dit, est-ce que je peux dire quelque chose? La vidéo sur YouTube qui a été utilisée, je suis le principal acteur. Et donc il a affirmé que nous n'avions pas respecté ses droits d'auteur. Il a dit qu'il avait des droits d'auteur sur la vidéo publiée sur YouTube, étant le principal acteur. Autre attaque de la CDU. Ils ont dit,
Qui a la capacité, qui a le droit de faire des recherches et de prétendre chercher la vérité? Et je pense que c'est directement lié au thème de cette conférence, à savoir le droit de savoir et le droit d'utiliser la connaissance. L'idée est la suivante. En tant qu'association de la société civile, nous devons nous saisir de ce droit à l'expression. Lorsque nous faisons de la contre-évaluation médico-légale, nous avons toujours besoin d'avoir accès à des connaissances, accès à des données, et nous aurons toujours besoin de nous battre pour avoir accès. À la fin du procès, l'avocat de la famille de la victime a utilisé notre analyse afin de dire à l'État que même si l'État met en prison ce néo-nazi, l'affaire ne peut être classée. Ils auraient dû utiliser nos preuves, mais l'État a décidé de ne pas le faire. Et ce faisant, l'État protège les services de renseignement vis-à-vis de l'opinion publique. Voilà, je vais en rester là, je vous remercie. Merci vraiment beaucoup, Eyal. Le livre dont je vous parlais, qui, si vous voulez, voilà, d'autres cas, parce que c'est assez impressionnant, ça va de la reconstitution d'une prison secrète en Syrie, à des crimes environnementaux, à la manière dont ils établissent comment 43 étudiants mexicains ont été abattus. Ben voilà, je vous conseille fortement la lecture de ce livre, si vous en avez la possibilité. Thank you very much, Eyal, et merci beaucoup à la technique qui a réussi à faire fonctionner ce PowerPoint.